Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours de la République démocratique du Congo avec cette interrogation. Est-ce un pays affaibli avant les négociations avec le M23? Interrogation suscitée, comme nous le disions tout à l'heure, par l'actualité dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région sud-africaine et est-africaine. La force militaire qui intervenait aux côtés de la RDC vient de voir son mandat écouté sur décision des chefs d'État. C'est le premier sujet que nous avons abordé. Mais à ce sommet, les chefs d'État ont toujours exprimé leur soutien en faveur de la République démocratique du Congo face au M23. L'Angola a annoncé dans la foulée que les négociations directes auront bientôt lieu entre la République démocratique du Congo et le M23. Le président Félix Tshisekedi pourra donc discuter directement avec le M23, ce qu'il n'a jamais souhaité depuis que ce conflit s'est déclenché. Finalement, peut-être qu'il sera obligé de le faire, mais avec quelle force, avec quel atout ira-t-il à la table de négociation? C'est maintenant notre interrogation, puisque en début de semaine, ou d'ailleurs même hier, on en discutait sur ce plateau, on estimait, du moins selon les analystes, qu'avec une intervention militaire renforcée par la SADC, la RDC pourrait quand même avoir un poids militaire sur lequel compter et qui pourrait peser dans les négociations. Mais voilà, à l'issue de ce sommet, la SADC vient d'annoncer qu'elle retire ses forces. N'est-ce pas une manière d'affaiblir carrément la RDC au moment où le pays finalement est contraint d'aller négocier avec le M23, Constant? Oui, je comprends la préoccupation. Elle est évidente que le retrait de cette force d'interposition affaiblit effectivement dans les médias, affaiblit l'armée de la RDC qui n'a plus ce soutien. C'est évident. Mais au même moment, cette force, je l'ai déjà dit, n'ayant pas mandat de combattre une partie dans le conflit qui oppose le M23 et les forces régulières de la RDC, est obligée, menacée par l'armée du M23, qui considère la présence de cette force comme un empêchement à ses avancées, à ses incursions dans différentes zones, et bien cette force est obligée de se retirer. Mais ça ne veut pas dire que la RDC ou le pouvoir de la RDC est abandonné ou l'armée de la RDC est abandonnée. Maintenant, les différents pays de la SADC peuvent prendre l'engagement désormais, non pas d'aller jouer à une force d'interposition, mais d'engager des combats aux côtés des forces régulières de la RDC pour repousser le M23. Si je comprends bien, par exemple, un pays X de la SADC peut décider, au moment où la SADC se retire, la SAMI-DRC se retire, nous envoyons nos forces comme forces combattantes aux côtés de la RDC avant les négociations? Bien sûr, chaque pays... Est-ce que ça c'est autorisé par le droit international? Parce que vous venez d'évoquer le droit international tout à l'heure qui interdirait à cette force, SAMI-DRC, de devenir une force combattante. Est-ce qu'envoyer des forces dans cette situation est quand même autorisé? Ce ne sera plus la SAMI-RDC, SAMI-DRC. Vous m'excusez pour la mauvaise prononciation. Ce ne sera plus le mandat de cette force d'interposition. Non. Puisque désormais, la mission de cette force est terminée. Oui. Alors, si par exemple, l'Afrique du Sud décide d'aller combattre aux côtés des forces régulières de la RDC, déjà les militaires sud-africains qui sont déjà présents sur le sol de la RDC peuvent s'engager désormais, se fondre à l'armée de la RDC et combattre le M23. Ce ne sera plus dans le mandat de la force d'interposition. Tous les autres pays qui acceptent soutenir la RDC dans ses difficultés avec le M23 peuvent envoyer les forces militaires, les équipements militaires et soutenir l'armée. Est-ce que ça, vous y croyez? Vous pensez que certains des pays de l'Afrique australe vont quand même accepter d'envoyer leurs soldats sur le front quand on sait que d'abord il y avait la mission des Nations Unies, la MONUSCO, qui finalement
avait été, normalement, devrait quitter totalement le pays, même son retrait est toujours en cours, parce que la RDC l'avait demandé, entre-temps, elle a dû suspendre parce qu'elle en avait besoin. La RDC a aussi demandé le retrait de la force de l'EAC, les États de l'Afrique de l'Est, qui ont dû rapatrier leurs éléments. Et finalement, c'est la SADC elle-même qui décide de mettre fin à sa force. Vous pensez que dans ce contexte, un pays va décider d'envoyer ses militaires, n'est-ce pas, les envoyer à l'abattoir? Ce n'est pas une question de les envoyer à l'abattoir, mais c'est une question de géopolitique aujourd'hui. Il faut voir d'abord les origines de cette guerre, les tenants de cette guerre pour comprendre les attitudes des différents pays et les organisations qui tantôt s'engagent, tantôt se retirent. Qui parle de ONU parle des forces qui soutiennent le M23 directement. L'ONU quand même condamne le M23, condamne l'ONU n'est pas une puissance militaire, mais l'ONU est animée par les pays puissances militaires qui sont présents aux côtés de l'armée rwandaise qui alimente régulièrement le M23 ou du moins qui combat en lieu et place du M23. Alors, lorsque vous prenez les puissances militaires une à une, membres du Conseil de sécurité qui soutiennent le M23, dites-moi quel pays de la SADC accepterait prendre le risque d'engager sa force pour combattre contre la force que soutiennent ces puissances militaires qui animent le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous pensez que la puissance militaire du Conseil des pays, du Conseil de sécurité de l'ONU soutiennent quand même le M23 à travers le Rwanda? Parce que c'est eux qui ont sorti les rapports, c'est eux qui condamnent le Rwanda dans cette affaire. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Et ces pays dont nous parlons ici vivent des ressources africaines, des ressources de la RDC. Et clairement, le M23 occupe les deux Kivu, donc la zone orientale, où sont exploités les minerais stratégiques dont ces puissances ont besoin pour leur industrie. Ces minerais exploités par le M23 sont rassemblés au Rwanda et c'est le Rwanda qui vend ces minerais aux puissances dont nous parlons. Alors, qu'on dise aujourd'hui que ce sont ces pays qui dénoncent le soutien du Rwanda au M23, c'est de la farce, c'est un jeu de mots. Aujourd'hui, j'ai appris également que le président Tshisekedi a fait un clin d'œil aux États-Unis pour demander le soutien militaire à son armée. C'est encore un autre engagement assez risqué, mais dans l'urgence, quelqu'un qui se noie, il n'aura pas peur de tenir la queue du serpent. C'est de cela qu'il s'agit. Si nous prenons cette demande de Tshisekedi comparée à l'assassinat de Lubumba et les raisons qui ont sous-tendu cet assassinat, c'est que nous revenons dans la logique des années d'indépendance où les nationalistes ont été systématiquement assassinés pour laisser libre cours à l'exploitation des minerais. Aujourd'hui, si Donald Trump accepte la main tendue du président Tshisekedi, c'est que les États-Unis reviennent en puissance pour reprendre l'exploitation des minerais en RDC. En ce moment, la Chine qui a pris une avance sur les États-Unis dans la zone, eh bien, la guerre annoncée par Trump entre les États-Unis et la Chine, eh bien, cette guerre risque de se transposer également en RDC. Encore des soupçons de guerre. Alors, Gabin, je viens à vous. Est-ce que la République démocratique du Congo pourra, en tout cas, peser dans les balances dans les prochaines négociations annoncées par l'Angola entre la RDC et le M23? D'abord, on sait que le président Félix Tshisekedi, le président congolais, n'était pas très friand pour des discussions avec le M23. Depuis toujours, il a rejeté cette idée, mais à voir les taux qui se resserrent toujours contre lui, il aurait finalement décidé ou accepté, je ne sais pas trop, d'aller négocier avec le M23. Selon les annonces, cela devrait commencer le 18 mars, c'est-à-dire le mardi prochain. Est-ce que, avec cette annonce du retrait des forces de la SADC, n'est-ce pas plutôt une manière d'affaiblir la RDC et peut-être
ne pas lui permettre d'obtenir le minimum possible avec ces négociations, durant ces négociations avec le M23? Oui, la question est la bienvenue, mais avant de répondre à ta question, j'aimerais un peu répondre par rapport à ce que Monsieur Lemou vient de dire, surtout par rapport à l'intervention d'un État dans la crise, un État qui va combattre aux côtés des forces de la RDC. Ça va être très compliqué parce que dans le droit international, pour arriver à combattre aux côtés des forces nationales, surtout quand il s'agit de conflits internes entre rébellion et puis les forces régulières, il faut réellement arriver à prouver qu'il y a une autre force, surtout étatique, qui intervient dans le conflit, surtout qui soutient l'autre partie, c'est-à-dire qui est en train de soutenir le M23. Dans ce cadre, on sait tous, c'est un secret de polichinelle, que le Rwandais est en train de soutenir le M23. Mais on n'arrive pas à prouver par A plus B que il y a tel soldat rwandais, il y a tel nombre de soldats rwandais, voilà la liste de ces soldats-là qui sont en train de soutenir le M23. Donc, du coup, en arrête quelques-uns, mais on dit souvent qu'ils se sont perdus à la frontière. Voilà, donc ce sont côté de la voilà le problème. Qu'est-ce qu'on fait des rapports des Nations Unies? Justement, les rapports des Nations Unies sont les Nations Unies. Le Rwanda a toujours nié. Le Rwanda a d'ailleurs déclaré que ces rapports ne sont pas la Bible, qu'il faut pas les prendre donc pour argent à un moment donné, c'est assez compliqué d'arriver à prouver réellement qu'il y a les forces rwandaises qui se sont engagées à violer l'intégrité territoriale de la RDC. Mais ça aussi, est-ce que c'est pas de la mauvaise foi? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, mais il faut fonctionner avec des éléments techniques. Vous voyez, il faut fonctionner avec des éléments techniques qui prouvent à suffisance que le Rwanda est en train de violer l'intégrité territoriale de la RDC. Donc, le Rwanda a déclaré la guerre à la RDC. Là, par des accords bilatéraux, il y a d'autres États qui peuvent intervenir parce que dans les normes, que ce soit dans la charte qui crée la SADC ou bien l'EAC, il y a cet article-là qui invoque la non-agression entre pays membres. Donc, dans les normes, le Rwanda est en train de violer cette norme-là qui a été écrite. Donc, aujourd'hui... Il faudrait que ce soit établi d'abord, avant que d'autres aussi ne violent la loi. Voilà. Sinon, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces forces-là qui sont sur le territoire congolais, ils ne peuvent rien faire que de jouer le rôle d'interposition entre les FARDC et puis le M23 et l'AFC. Alors, si c'est comme ça, pourquoi ne pas plutôt s'atteler à apporter des éléments de preuve que le Rwanda intervient dans l'est de la République démocratique du Congo? Déjà, c'est très compliqué. Pour apporter ces éléments de preuve-là, oui, je te comprends. Pour apporter ces éléments de preuve-là, ça va être très compliqué. C'est bien qu'il faut s'atteler à ça, mais on ne va pas juste s'en tenir au rapport donné par les institutions internationales. Il va falloir que la RDC elle-même arrive à prouver réellement que le Rwanda est en train de violer la RDC, ou bien l'Est de la RDC. Mais c'est très compliqué parce que déjà, ces forces, ces FARDC-là, n'ont pas les moyens d'arriver à mettre la main, premièrement, sur les forces rwandaises et à mettre la main sur les rebelles. D'ailleurs, eux-mêmes, ils fuient devant le combat. Ils fuient leur comment on appelle ça, leur garnison, et ils déposent leurs armes, et certains même rejoignent les rangs de l'ennemi. Donc, c'est tellement compliqué face à cette impuissance des FARDC d'arriver à prouver réellement que le Rwanda est en train de soutenir le M23 et l'AFC. Maintenant, pour revenir à ta question... Est-ce que le Congo n'est pas plutôt affaibli avant même d'aller aux négociations? La RDC était déjà très faible. Depuis le début de ce conflit, la RDC était déjà très faible. C'est vrai que Félix Tshisekedi, à un moment, il sort à chaque fois pour faire des déclarations sporadiques, pour s'encourager, pour donner de la force à ces militaires. Mais la réalité sur le terrain est que la RDC est faible. Elle est très faible d'ailleurs, premièrement côté logistique, humain et tout, la RDC est très faible. Maintenant, avant le début de ces négociations, cette RDC-là est encore très faible. D'autant plus qu'on vient de constater que, Félix Tshisekedi, il avait déjà mis à prix la tête des leaders du FC et du M23. Et puis, 4 jours après, patatras, la présidence sort un communiqué comme quoi, après une séance de travail avec le président João Lourenço de l'Angola, ils ont décidé d'appeler cette force envahisseuse-là à la table de négociation. C'est toujours ce que le M23 attend. Et leur leader l'a dit, surtout leur porte-parole a eu à l'évoquer, que non, maintenant,
cette demande de négociation-là vient de la part de la RDC et qu'ils attendent juste l'invitation. Donc ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont mis en difficulté la RDC qui n'a plus véritablement de force et que les forces même qui servent d'interposition ou bien de maintenir un peu l'équilibre entre les deux parties en conflit, ben cette force-là aussi est en train de lâcher la RDC et que même dans les relations diplomatiques dans la zone là, il n'y a pas véritablement ce soutien que les États manifestent à la RDC. On l'a vu lors du sommet conjoint SADC et EAC, où on n'est pas arrivé à condamner même le Rwanda, on n'est pas arrivé à condamner ouvertement cette force rebelle-là qui est en train de faire du mal à la RDC. Les chefs d'État ont du mal même à se prononcer sur le sujet. Les Denis Sassou Nguesso et autres là ne voulaient même pas en parler, alors qu'on connaît très bien le poids de ces chefs d'État-là dans la sous-région. Donc la RDC est très affaiblie, côté diplomatique, côté militaire, à tous les niveaux, côté organisationnel aussi, la RDC est très affaiblie. Donc, bon, ils vont accepter quand même certaines conditions parce que pour mener une négociation, il faut peser quand même dans la balance. Aujourd'hui, la RDC ne pèse pas plus que le poids d'une plume. On va voir ce qui va se passer le 18 mars prochain. Peut-être qu'on va arriver à un accord du 23 mars, hein, parce que nous sommes encore dans le mois du mars. Il y avait un accord le 23 mars, entre-temps, après la négociation de Nairobi et ensuite qui a été signé à Goma entre Kabila et autres. Aujourd'hui, bon, justement voilà, donc peut-être que bon, le 18, les négociations vont peut-être durer 5 jours. Le 23 encore, ils vont encore signer un autre accord. Vivement que ce pays-là arrive à retrouver la paix parce que ce sont les citoyens qui paient le prix fort. 7000 morts, ce n'est pas du n'importe quoi. Constant Lemou, vous vouliez réagir entre-temps? Oui, je voudrais réagir et rassurer mon jeune frère co-débatteur qu'en réalité, quand je parle de l'engagement des pays aux côtés des forces militaires de la RDC, ce n'est pas pour aller combattre le Rwanda. Non, aucun pays ne va s'engager à combattre, à attaquer le Rwanda. Mais ces pays, au nom des accords de défense qui les lient avec la RDC, vont engager leurs forces militaires pour combattre le M23. D'ailleurs, les conflits armés, ou du moins les combats armés, se déroulent sur le territoire congolais. Ça ne se déroule pas sur le territoire rwandais. La preuve de soutien du Rwanda au M23 n'est pas un doute. Tous les éléments sont clairs là-dessus, mais le Rwanda de mauvaise foi ne peut jamais reconnaître son soutien formel au M23. Et d'ailleurs, ils l'ont nié, mais justifié après, soi-disant qu'ils sont en train le Rwanda cherche à protéger les populations Tutsi réfugiées sur le territoire congolais. Alors, au même moment que le président, le président Kagame veut nier, et il revient se contredire. De quelle manière il protège les réfugiés rwandais sur le territoire de la RDC? À partir du moment que sa population est réfugiée sur un territoire étranger, il ne lui revient pas d'aller protéger cette population. Mais plutôt, il revient au pays d'accueil de protéger la population. Donc, le soutien de l'armée rwandaise, quand je dis le soutien, je dirais même l'attaque de la RDC par le Rwanda. Parce qu'en réalité, c'est l'armée rwandaise qui combat en RDC. Alors, un pays qui accepte, au nom des accords de défense avec la RDC, engagerait ses forces aux côtés des militaires de la RDC pour combattre le M23. Ce ne serait pas une attaque contre l'État du Rwanda. Maintenant, par rapport à la faiblesse de la RDC aux négociations. D'abord, la RDC est un grand pays, mais un État faible. Même sans l'attaque du M23, sans l'agression du Rwanda, la RDC est un État faible.
Parce que cet État n'a pas l'armée suffisamment outillée, équipée, en nombre, en ressources humaines suffisantes pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Alors si c'était déjà faible, là c'est que c'est plus que faible alors. C'est plus que faible maintenant. Maintenant que le pays est attaqué, eh bien vous avez vu la facilité avec laquelle le mouvement rébellion a assez rapidement emparé des deux Kivu, donc des deux grandes villes, et menace même de marcher sur Kinshasa. Ça veut dire qu'en réalité, en face du M23, c'est du maïs, comme les Ivoiriens le diraient. En face du M23, c'est du maïs. D'autant plus que la corruption, qui est un cancer de toute armée au monde, eh bien, la corruption règne en maître au sein de l'armée de la RDC. Alors, conséquence, beaucoup d'officiers non seulement s'enrichissent, mais alimentent le M23 parce qu'ils espèrent, une fois que le M23 aurait pris le pouvoir, se tailler encore de bonnes places. Qui pour sauver finalement la RDC selon vous? Pardon? Qui pour sauver la RDC? Qui pour sauver la RDC? C'est la RDC. Malheureusement, il sera difficile que la RDC soit sauvée par elle-même, parce que soit une puissance militaire intervient pour stopper le M23, soit le M23 prend Kinshasa et désormais le pouvoir change de main. Aujourd'hui, aux négociations, si jamais les négociations ont lieu, eh bien, le pouvoir de la RDC va en position de faiblesse et va subir le diktat du M23 parce que cette force est prête pour marcher sur Kinshasa. Certains craignent même des élans de scission plutôt de la RDC. En tout cas, s'il faut lire entre les lignes, le M23 réclame soit le partage du pouvoir avec le pouvoir de Kinshasa, soit une partition du pays. Ce qui est sûr, le M23 a déjà occupé les deux Kivu et les grandes villes de Goma et Bukavu. Eh bien, rien ne les contraint de quitter cette zone. Ça devient leur État, si vous le voulez. Ils peuvent conquérir encore beaucoup d'autres zones, d'autres provinces, ajouter et créer un autre État. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, soit Tshisekedi accepte de partager le pouvoir pour progressivement céder le pouvoir totalement aux responsables du M23 avec tout le soutien qui est derrière. Là, carrément, cette zone africaine ne sera plus un État africain au bénéfice des Africains, mais ce sera un État recolonisé, purement et simplement, parce que ces ressources ne profiteront jamais aux pays où ils sont exploités. Ce sera bien dommage pour le continent et pour la République démocratique du Congo aussi. Gabin Adjaro, finalement, qui pour sauver la République démocratique du Congo, si on reconnaît que c'est un État déjà affaibli, qui va aux négociations? Il n'y a pas de solution magique. La solution devait venir des Congolais eux-mêmes. Et, en quoi faisant? À mon sens, vous savez, la RDC, surtout les Congolais, les premiers responsables congolais, que ce soit l'opposition ou bien même le parti au pouvoir, ils se sont toujours manifestés par un ego surdimensionné ou bien parfois la patrie au gré de leurs propres intérêts égoïstes. C'est ça qui pose problème aujourd'hui dans les normes. Si il y a au moins une union sacrée entre aujourd'hui les premiers responsables des partis politiques, parce qu'avant d'être chef de l'État, Félix Tshisekedi est responsable d'une formation politique. Donc, à un moment donné, il peut s'accorder avec les autres leaders des formations politiques qui ont aussi une certaine force, que d'autres sont des gouverneurs dans certaines zones. Il peut
s'accorder avec ces gens-là pour pouvoir manifester du moins une force interne avant de pouvoir aborder quand même le M23. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a personne qui va pouvoir venir aujourd'hui sauver la RDC. Je l'avais déjà dit entre-temps, au début même de ce conflit, que la RDC gagnerait mieux à nouer des accords avec certaines puissances antagonistes avec l'occidental. Parce qu'à un moment donné, il faut remarquer que face à une force, si tu n'as pas les moyens d'arriver à gagner une guerre, ben, il faut s'allier avec des gens qui ont cette force-là, qui ont cette force de pouvoir te soutenir. Mais Félix Tshisekedi, il faisait des voyages, on ne savait même pas ce qu'il faisait, tantôt à Paris, tantôt à Bruxelles, un peu partout, il s'éparpillait et il n'a pas réussi à nouer de véritables accords avec un État puissant, par exemple la Russie, qui pourra l'aider, parce qu'on sait très bien que derrière l'autre force, c'est-à-dire l'autre partie en conflit, il y a quand même certaines forces occidentales. Donc à un moment donné, il faut chercher la force antagoniste pour pouvoir s'aider. Donc aujourd'hui, il est devant le fait accompli, il ne demande même pas encore le cessez-le-feu avant de commencer les négociations. On laisse l'autre force là qui est déjà en train de progresser, de continuer ses bases besognes. Peut-être que autour même de la table de discussion, cette force M23 FC là va continuer par marcher sur la RDC et Félix Tshisekedi sera obligé d'accepter tout ce que ces gens-là lui dictent. Ça va être très compliqué pour la RDC aujourd'hui d'arriver à imposer, surtout pour Kinshasa, d'arriver à imposer ces desiderata au M23, d'autant plus que Kinshasa est en position de faiblesse aujourd'hui. Il n'y a pas de soutien, il n'y a personne qui est derrière, qui peut être un élément craintif pour le M23. Donc c'est tellement compliqué. Corneille Nangaa avait dit que lui, son objectif, c'est de marcher sur Kinshasa. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Félix Tshisekedi veut éviter à ce que ces gens-là prennent beaucoup plus d'espace. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, il demande à faire ces négociations-là. Il sera obligé, c'est lui qui demande la paix. Ces gens-là, ils n'ont pas l'avantage de faire la paix aujourd'hui parce qu'ils ont le vent en poupe. Ils ont le vent en poupe. Donc, ils se disent, bon, quoi qu'il arrive, peu importe le temps, nous, on va atteindre notre objectif, à savoir prendre le pouvoir. Avant, c'était juste pour gérer l'Est de la RDC. Aujourd'hui, l'ambition est beaucoup plus grande, c'est-à-dire prendre toute la RDC et puis gérer le pays. Donc, Félix Tshisekedi, il a pieds et mains liés. Il sera obligé d'accepter toutes les conditions que ces gens-là vont lui imposer. Sinon, il sera obligé de quitter le pouvoir de gré ou de force. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.